invité aujourd'hui le professeur Ibrahima Mbaye, qui est géographe, climatologue, directeur du département de géographie de l'université de Ziguinchor en Casamance, au Sénégal, et qui est un chercheur très actif, très dynamique, qui est membre de l'unité de recherche thématique du CAMES en géographie. Le PETER, changement climatique. C'est ça. Programme thématique de recherche. Programme thématique de recherche, voilà. Et donc il va nous entretenir aujourd'hui des changements climatiques à Dakar, le périurbain. Donc, on vous a présenté, Fatou est une étudiante sénégalaise en changement climatique à l'UQAR, en maîtrise. Et tu es toi, tu es donc, comment tu t'appelles, Mathieu? Jean-Samuel Anger, classe de philosophie. Donc, je travaille sur le rapport entre les Grecs, la démocratie grecque et les médias sociaux. Donc, Annie Chi du HEC, Montréal. L'équipe de tournage. Voilà. Et Thomas ici, Mboa est un Mboa, Nikoulou, est un doctorant en communication à l'Université Laval. Alors voilà, toi, on va trouver la solution. La clé. Donc tu peux parler peut-être sur 35-45 minutes pour qu'ensuite on puisse discuter. Bon, merci beaucoup. Je vais bien peut-être avant de commencer vous adresser mes très sincères remerciements. Donc d'abord à Madame Florence, donc professeure titulaire, donc là pour l'invitation qui m'a été accordée. Et ensuite, à travers son nom, donc je remercie aussi toute l'assistance qui est là, donc assez composite, commençant d'abord par les représentants du ministère. Et ensuite, je terminerai par remercier aussi donc, ma compatriote qui est là, Fatou. Et ensuite, mon cher ami Thomas. Et donc là, pour compléter un peu la présentation, moi je suis ensuite le directeur du laboratoire de géomatique et d'environnement de l'Université 65 de Ziguinchor. Je suis aussi expert donc, en évaluation de programmes pour les universités donc, sénégalaises et donc, de l'Afrique d'une manière générale. Donc là, à travers ce qu'on appelle l'ANACSUP. Donc l'ANACSUP, c'est Autorité nationale d'assurance qualité. Donc l'enseignement supérieur donc, du ministère de l'Innovation et de la Recherche au Sénégal. Et ensuite, je suis aussi membre du conseil scientifique et pédagogique donc, là, de l'IFR. Donc de l'école doctorale, donc sciences, technologies et ingénierie, donc de notre IFR sciences et technologies. Et ensuite, je suis aussi membre donc, du conseil scientifique et pédagogique de l'unité de formation et de recherche sciences économiques et sociales de l'Université 67 de Ziguinchor. Et donc là, donc le thème dont j'ai l'honneur de vous entretenir aujourd'hui, donc là c'est une thématique donc là, qui est d'actualité. Mais là, l'idée n'est pas quand même de passer en revue donc, tous les travaux qui ont été menés donc, à l'échelle nationale du Sénégal. Donc je suis juste focalisé sur mes travaux de recherche. Donc là, ce que j'ai fait depuis la thèse, donc là, à Strasbourg, que j'ai soutenu en 2005, et jusqu'à nos jours. Donc là, c'est pour vous dire que quand même, c'est juste, c'est pour susciter un peu l'engouement, donc l'émulation, donc là, à l'endroit donc, de cette thématique de recherche. Et l'idée, c'est quoi? C'est de fil en aiguille, d'essayer quand même de construire quelque chose ensemble. Donc là, c'est surtout ça, donc l'objectif final. Donc là, essayer entre nous. Donc là, nous avons différents acteurs qui sont là. Il faut essayer de construire quelque chose. Donc là, pour essayer d'apporter une solution, une réponse donc là, à cette nouvelle donne environnementale qui est le changement climatique. Donc là, encore une fois, je suis loin d'être exhaustif. Juste un zoom sur quelques-uns de mes travaux de recherche. Donc là, changement climatique en milieu rural et urbain. Et donc là, pourquoi donc cette thématique? Donc là, je l'ai dit tantôt, c'est une thématique donc là, qui est d'actualité, ce qui justifie sa pertinence. Mais là, on s'est rendu compte que depuis quelques années au niveau du Sénégal, que les ressources naturelles quand même sont entamées. Entamées à la fois par l'action combinée qu'on appelle de la péjoration climatique, mais aussi vous avez ce qu'on appelle des pratiques sociétales qui sont souvent dommageables à l'environnement. Et là, à travers donc, cet exposé, je me suis focalisé sur le milieu rural à travers l'exemple de Niakhar,
qui est une zone qui est située au niveau du centre-ouest du Sénégal, que je vais vous montrer tout à l'heure, mais aussi à travers donc, la ville de Ziguinchor, donc là qui est un exemple assez éloquent, donc, ou du moins là où la plupart de mes travaux en milieu urbain sont focalisés. Donc là, vous avez donc le plan de l'exposé, c'est juste donc, un petit rappel sur les changements climatiques, qu'est-ce que c'est que ces manifestations. Et ensuite, donc là, une approche méthodologique, quelles sont les données qui ont été collectées à travers mes travaux de recherche, les méthodes d'analyse. Donc là, il y a quelques-uns de mes résultats, donc à l'échelle du monde rural, l'exemple de Niakhar. Et ensuite, vous avez un exemple aussi au niveau à l'échelle urbaine, avec la ville de Ziguinchor. Et là, enfin, je parlerai aussi de quelques stratégies d'adaptation communautaire, c'est-à-dire les stratégies donc, populistes qui sont développées par les populations. C'est des stratégies qui sont empiriques, mais quand même qui peuvent aider plus ou moins. Donc là, surtout dans le schéma décisionnel donc, des décideurs. C'est tout ça. Et ensuite, je terminerai donc, par les conclusions, ensuite dégager des perspectives pour voir qu'est-ce qu'on va asseoir ensemble. Et donc là, pour définir donc, de manière simpliste le changement climatique, donc là, je me suis dit qu'il faut peut-être présenter ce graphique. Il n'y a pas d'effet de serre. Donc là, vous avez vu, donc, bon, je suis un enseignant, je suis obligé de me connaître. Donc là, avec le rayonnement solaire, donc là, si les rayons arrivent au niveau de l'atmosphère, et donc là, vous avez la totalité du rayonnement qui est réfléchi vers le cosmos. Et donc là, il n'y a pas d'effet de serre parce qu'il n'y a pas de gaz. Donc là, qui sont capables de retenir ce qu'on appelle donc les rayons incidents, le rayonnement incident ou le rayonnement solaire. Et là, on se retrouve donc avec moins 18 degrés. Et donc là, si la température de la planète serait de moins 18 degrés, ce qui serait invivable, on ne pouvait pas quand même vivre sur Terre. Parce que là, vous avez vu que la totalité du rayonnement solaire est réfléchie vers le cosmos. En revanche, la vie grâce à l'effet de serre. L'effet de serre, c'est quoi? Vous avez deux types d'effets de serre. Vous avez ce qu'on appelle l'effet de serre naturel, c'est-à-dire vous avez donc là une concentration donc, du CO2, de la vapeur d'eau et du méthane, etc., c'est-à-dire les autres gaz à effet de serre, qui sont dans l'atmosphère, mais qui permettent de réguler la vie sur Terre. Vous avez donc une partie donc là, qui est captée par donc là, ces gaz dont je viens de faire allusion, une petite partie qui est réfléchie, et cette partie qui reste au niveau de l'atmosphère, c'est ce qui permet de maintenir la température donc là, du globe à 15 degrés en moyenne. Et c'est ce qui permet quand même de rendre la vie sur Terre possible, sans quoi on ne pouvait pas quand même vivre sur Terre. Mais là, on s'est rendu compte, depuis quelques années, que quand même, il y a un renforcement donc là, de la teneur de ces gaz à effet de serre au niveau de l'atmosphère. Ce qui contribue de fil en aiguille à un déséquilibre. C'est pourquoi on parle donc d'effet de serre additionnel. Parce qu'il y a un renforcement donc, de la teneur des gaz dans l'atmosphère par les activités humaines. C'est quoi? Donc là, c'est les industries, donc ce qui rejettent. Mais aussi, vous avez au niveau surtout des pays en voie de développement, la déforestation. Vous savez, on sait très bien que l'arbre emmagasine donc le CO2 qui est rejeté. Mais une fois que l'arbre est coupé, ça libère donc du CO2. C'est ces gaz-là qui sont libérés qui contribuent donc à renforcer la teneur donc des gaz à effet de serre. C'est pourquoi on parle donc d'effet de serre additionnel. Et à partir de là, on peut définir donc le changement climatique comme étant, donc selon le GIEC, comme étant une évolution du climat, que ce soit d'ordre naturel ou d'ordre anthropique, c'est-à-dire lié aux activités humaines. Et donc là, donc le changement climatique va se traduire donc là au niveau du monde rural par ce qu'on appelle des sécheresses qui sont récurrentes, surtout dans les pays en voie de développement. Mais à l'échelle donc de la ville, c'est surtout des précipitations donc abondantes qui sont à l'origine de ce qu'on appelle des inondations. Et dans tous les cas, cela va se traduire donc là au niveau de l'échiquier économique par une modification, par exemple, du calendrier agricole. Et cela va impacter donc sur les indicateurs. Et ensuite, vous avez, aujourd'hui on parle même de réfugiés climatiques, des gens qui se déplacent, etc.
C'est à cause de quoi? Parce qu'ils n'ont pas, ils sont à la recherche peut-être du liquide précieux de l'eau. Mais aussi vous avez la prolifération, ce qu'on appelle des maladies vectorielles, des maladies transmissibles. Et là vous avez aussi une perturbation donc, du cycle hydrologique, que ce soit en termes de déficit ou en termes d'excédent, c'est-à-dire les précipitations exceptionnelles. Cela va impacter sur le cycle hydrologique. Donc là, au niveau de la méthodologie, donc là, nous avons quand même, durant nos travaux de recherche, donc je le disais depuis la thèse, nous avons collecté donc là, une série donc là, de données à l'échelle subdimensionnelle. Et là, ces données climatologiques coûtent excessivement cher au niveau du Sénégal, surtout au niveau de l'ANACIM. Donc là, vous ne pouvez pas, quand même, si vous n'avez pas de relations, s'en procurer gratuitement. C'est pas possible. Donc là, heureusement que quand même, j'ai essayé d'asseoir depuis ma thèse, ce qu'on appelle le réseau de travail avec ces gens-là. C'est la raison pour laquelle j'ai pu accéder donc là, à cette batterie de données. Donc là, aussi bien du point de vue de la pluviométrie, avec une série qui date de 1951 aussi, et une série aussi de température, surtout à l'échelle machine. Et donc là, nous avons aussi essayé de faire un peu. Je me suis dit que quand même, il ne faut pas uniquement, quand on parle de changement climatique, les gens ont tendance à se focaliser uniquement sur des aspects scientifiques. Il faut faire des modèles, il faut tracer des courbes, etc. etc. D'accord, ça c'est bien. Mais je pense qu'il faut quand même impliquer aussi les populations qui sont quand même les principaux acteurs qui sont concernés par cette problématique. C'est la raison pour laquelle j'ai essayé aussi de faire une enquête quantitative, près de 260 ménages, surtout au niveau de la ville de Ziguinchor. Il y a 26 quartiers. Là, de chaque quartier, quand même, j'ai choisi quelques ménages, une dizaine. Et là, pour essayer quand même d'avoir au moins l'avis des populations, c'est-à-dire leur perception. Donc là, sur le changement climatique, surtout les impacts et les externalités négatives donc là, qui sont obtenues. Et donc là, ça, cette formule, cette équation, je pense que tout le monde le connaît. Donc là, c'est l'indice de l'âme, ce qu'on appelle l'indice de l'âme. Donc là, vous avez XI, qui est le cumul pluviométrique, I, c'est l'année, X bar, c'est la moyenne, et là, vous avez l'écart type. Et là, cette formule nous a permis donc de standardiser donc là, les données pluviométriques. Et à partir de là, on peut individualiser ce qu'on appelle donc, les anomalies positives, les anomalies négatives, c'est-à-dire les années humides et les années sèches. Et là, on s'est rendu compte que quand même, on va le voir tout à l'heure, le lissage de la pluviométrie avec une moyenne mobile. Une moyenne mobile, cela nous permettra au moins de bien apprécier la variabilité. Et ensuite, nous avons comparé deux séries de températures, donc là de 51 à 84, 85 à 2016. Et ça nous a permis quand même d'individualiser un indicateur climatique, donc là pertinent, qui peut servir dans la prise de décision, surtout à l'échelle locale, dans la gouvernance environnementale, au niveau de la ville de Ziguinchor. Et là, cet indicateur, cet article est publié dans la revue CAMES, donc là, c'est accessible et tout. Et là, j'ai sensibilisé aussi donc, les décideurs par rapport à c'est juste une alerte pour leur dire que voilà, ça c'est vraiment du concret, il faut faire attention, il faut prendre des mesures idoines par rapport à ça. Et donc là, cela, ils l'ont intégré quand même dans la gouvernance environnementale de la ville de Ziguinchor. Là, je me suis dit au moins que quand même ça c'est quelque chose. Donc là, au niveau des résultats, donc là, on s'est rendu compte à l'échelle nationale, selon la normale, donc en climatologie, on parle de normale climatologique ou de moyenne climatologique. Et si vous entendez les deux, quand même, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de normale ou de moyenne climatologique en dessous de 30 ans. C'est 30 ans minimum. Donc de 61 à 60, donc là, voilà donc la configuration donc là, des UZN au niveau à l'échelle nationale. Et donc là, vous avez plusieurs 400 mm, surtout dans le domaine sahélien. Donc là, vous avez donc les différents domaines climatiques que vous avez ici.
Et là, on s'est rendu compte avec la normale 61-90 que vous avez, qu'est-ce que vous avez constaté vous-même qu'il y a une péjoration climatique. Vous avez vu donc que les œillettes 400, on se retrouve avec les œillettes 250. Hein? Et là, au niveau de la région de Kédougou, vous avez vu, on enregistre donc le dernier contrefort du Fouta Djallon. Vous avez vu Kédougou est là. C'était à 1200 mm. Et là, on se retrouve avec 1000. Ziguinchor est là. Vous avez vu, on était à 1600. Et là, on se retrouve avec 1200. Et ça, donc, ce sont des indicateurs forts, vous avez vu, pertinents de la modification des conditions climatiques à l'échelle nationale. Et donc là, d'où quand même l'intérêt de mener des études là-dessus. Et cela se traduit donc en conséquence donc, une dégradation de la mangrove. Je ne sais pas ceux qui ne connaissent pas la mangrove, hein. Peut-être il y a certains qui connaissent, qui est une zone de nurserie, donc là pour les crevettes et les huîtres. Là, c'est ce qu'on a vu. Donc 37% des superficies de mangrove seraient perdues, donc dans l'hypothèse d'une élévation du niveau de la mer de 0,5 m d'ici 2100. Et cette perte est perceptible en Casamance, vous l'avez vu, avec les souches de mangrove que nous avons ici. Donc, ce que vous avez ici, c'est quand même, ça c'est l'avancée de la langue salée, combinée à la péjoration climatique, donc les deux. Vous avez vu, cela se traduit donc par l'état relictuel de la mangrove au niveau de la Casamance. Donc ça, quand même, ça commence à devenir un phénomène inquiétant chez nous. Et là, nous avons, en tant que scientifiques, quand même alerté un peu les décideurs là-dessus. Donc là, au niveau donc là, du monde rural, avec l'exemple de la zone de Niakhar, donc là, peut-être je vais un peu parler de Niakhar, pour ceux qui ne connaissent pas, se trouve au niveau du centre-ouest du Sénégal. Et là, vous avez ce qu'on appelle un observatoire de l'IRD. L'IRD, c'est Institut de recherche pour le développement. Donc là, c'est un site d'observatoire qui existe depuis 1983. Donc c'est géré par la France. Donc là, moi, j'ai quand même fait ma thèse là-dessus. J'ai utilisé donc leur base de données lorsque j'étais à Strasbourg. Et là, c'est un observatoire qui existe depuis 1983. Et là, on y collecte donc de manière régulière, on appelle des données épidémiologiques, des données démographiques. Et là, le parent pauvre, surtout, c'est les données environnementales. On fait juste des relevés ponctuels de pluviaux. Et là, quand même, on s'est réunis incessamment. On s'est réunis, du moins, il y a cela, je pense, deux mois. On va le faire aussi incessamment, je pense, au mois de décembre. Parce que là, l'idée, c'est quoi? C'est de monter, du moins, un projet d'observatoire national. Parce que l'IRD a 4 sites au niveau du Sénégal. Le site de Niakhar, bien sûr, mais aussi vous avez un autre site au niveau de la région sud-est de Kédougou que j'ai montré tout à l'heure. C'est le site de Bandafassi. Au niveau de la Petite Côte, vous avez aussi un site d'observatoire. Et enfin, on a un autre site au niveau de la Casamance qu'on appelle le site de Moulon. Et là, on va agréger ces 4 sites et en construire ce qu'on appelle un site d'observatoire national. Là, quand même, on ne va plus parler de site par-ci par-là, mais c'est un observatoire national. Et là, quand même, le représentant de l'IRD est en train de travailler là-dessus. Moi, je suis dans cet observatoire en tant que représentant de mon institution. Et là, on est vraiment très bien avancé dans ce consortium. Et là, j'espère que voilà, les textes sont en train d'être peaufinés et peut-être d'ici la fin de l'année, tout sera au beau fixe. Et là, déjà, si vous avez des étudiants, etc., je pense que le problème de données, on peut quand même faciliter. Hein. Donc là, à travers donc, ces sites. Et donc là, pour les résultats, là, je me suis dit, ça, vous allez retrouver ça, le graphique là, dans une de mes publications, donc là, dans la revue Environnement, Risque et Santé. C'est une revue française. Et je l'ai publié en 2004, donc avant juste ma soutenance. Et là, je me suis rendu compte que là, bon, à travers donc là, ce graphique, j'ai mis en perspective, en relation,
Donc là, vous avez vu donc, la morbidité liée à la méningite. Je ne sais pas ce qui ne correspond peut-être la méningite à méningocoque ou méningite cérébrospinale. Donc là, c'est une maladie qui est redoutable au niveau de la bande sulano-sahélienne de l'Afrique. Là, on parle même, le Burkinabé doit connaître bien ça. Le Camerounais. Le Burkina aussi. Donc là, vous avez ce qu'on appelle la ceinture de la méningite. Il va du Sénégal jusqu'à Djibouti, hein, toute une bande. On parle de ceinture de l'Apésonie. Donc on a dit nom du médecin qui l'avait quand même initié. Et là, j'ai mis en perspective donc, les cas de méningite. Pourquoi? En rapport avec l'hygrométrie, c'est-à-dire l'humidité relative, la température, vous avez donc les fréquences de jours de poussière, parce que tous ces facteurs-là, quand même, constituent ce qu'on appelle des facteurs incriminants. Donc, ils sont susceptibles d'impacter sur l'apparition de la maladie. C'est pourquoi je les ai mis en perspective. Et là, à partir de là, je me suis rendu compte qu'en dessous de moins 30%, donc là, le premier cas qu'on appelle cas inaugural de l'épidémie se déclenche. En dessous donc de moins 30%, donc là, vous avez donc, comment dirais, vous avez ce qu'on appelle donc le cas inaugural qui apparaît, c'est-à-dire le premier cas, donc là, qui inaugure l'épidémie de méningite. Et là, c'est dans le cadre de ma thèse, hein, donc de 1998, il y avait 3 épidémies de méningite, à Niakha, 1998, 1999 et 2000. Et donc là, ce que vous avez vu là, des histogrammes, ce sont les cas de méningite. Et là, quand même, pour de plus amples informations, je vous renvoie donc à l'article que j'ai publié dans la revue Environnement, Risque et Santé, donc là, en 2004. Donc là, vous entrez mon nom et puis je pense, je ne sais pas actuellement si c'est gratuit ou pas, mais si vous n'y arrivez pas, moi je peux quand même, au besoin, vous l'envoyer. Et donc là, à l'échelle urbaine, donc là, on s'est rendu compte que là, c'est tout autre chose, plutôt. Donc là, j'ai essayé quand même de faire un petit rappel, un petit historique donc, de l'évolution de la pluviométrie. Donc là, à Ziguinchor, 51 à 2016. Et là, on s'est rendu compte que la tendance générale, c'est à la baisse. Mais là, vous avez rendu compte que là, au niveau de la dernière décennie, vous avez quand même une augmentation de la pluviométrie. Vous avez vu? Et là, on se rend compte quand même, et là c'est plus perceptible à ce niveau, au niveau donc là, des anomalies. Donc là, on s'est rendu compte donc, avec la dernière décennie, vous avez vu, là, vous avez donc que les anomalies positives l'emportent sur les anomalies négatives. Et cela se traduit donc en termes hydrologiques par ce qu'on appelle une augmentation donc des précipitations exceptionnelles à Ziguinchor. Et voilà donc une étude sur la dernière décennie. Cela se traduit par un seuil d'une augmentation du cumul pluviométrique journalier supérieur à 1000 mm. Et là, on les qualifie quand même d'événements intenses. Donc les seuils de 10 mm dépassent largement donc, les seuils de 1 mm. Et cela a pour conséquence, donc, au niveau de la ville de Ziguinchor, ce qu'on appelle donc, des inondations. Ce que vous voyez là, c'est la ville de Ziguinchor. Donc là, Ziguinchor avec... voilà quoi. Et donc là, vous avez vu donc, pour l'impraticabilité des routes qui sont carrément coupées, des gens se patogent. Et cela va impacter donc, négativement sur l'économie locale. Les gens ne peuvent pas déplacer, les routes sont coupées carrément. Et là aussi les rizières sont envahies donc, par de l'eau, donc là, carrément, donc, la récolte est carrément détruite. Et cela impacte donc sur la production aussi. Donc on sait que quand même Ziguinchor, pour ceux qui connaissent, donc on a la base de l'alimentation du Diola, c'est le riz. C'est le riz en fait. Et cela se traduit donc négativement sur l'économie et sur l'alimentation aussi. Et là, une autre conséquence donc, négative, c'est le phénomène de ravinement, l'intensification, donc le ruissellement, au niveau surtout de l'espace périurbain. Donc là, vous avez vu, donc là, ce sont des chemins carrément qui sont creusés au niveau des quartiers. Et le plus souvent, ce sont les quartiers périphériques.
c'est-à-dire les quartiers les plus pauvres. Donc les zones non édificantes, les gens s'occupent comme ça, en aveuglette, parce qu'ils n'ont pas assez de moyens. Donc là, une autre conséquence, c'est l'ensablement des rizières, avec le ruissellement. Donc là, vous avez vu, donc les eaux salées, donc transportent donc, du sable. Et ce sable qui est transporté, donc là, est déposé vers donc, les cuvettes, c'est-à-dire les rizières. C'est une zone tampon entre donc, le continent et là, plus loin, vous avez, c'est le fleuve qui est là-bas. Et là, avec l'ensablement des rizières, donc là, vous imaginez quand même des conséquences, donc là, qui peuvent, voilà, drastiques. Donc là, c'est surtout l'alimentation de la population, qui utilise surtout le riz comme aliment de base, mais aussi l'emploi des jeunes. Donc là, au niveau de la température, donc là, nous avons constaté qu'il y a la tendance générale de 51 à 2016, c'est une augmentation de la température. Donc là, quand même, avec des périodes de rémission, bien sûr, nous avons enregistré quand même quelques baisses. Et la tendance qui se dégage, quand même, c'est une augmentation de la température. Et cela est surtout perceptible à travers donc, ce graphique-là. Nous avons fait une comparaison entre deux séries. Donc 51, 84, 85, 96. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a une élévation de la température de 0,1 degré. Et là, vous imaginez quand même les externalités négatives, non seulement sur la santé, donc surtout avec le cancer de la peau que cela peut occasionner, surtout, mais aussi au niveau de l'industrie touristique, donc là, les touristes qui se déplacent, etc. La plupart sont au courant de ça. Et le pic est surtout enregistré pendant donc, les mois avril-mai, où il fait excessivement chaud à Ziguinchor. Avril-mai, c'est vraiment, il faut l'éviter. Donc là, pour ceux qui... Et le reste, quand même, février, décembre jusqu'à février, mars, c'est bon. À partir d'avril-mai, franchement, c'est pas recommandé. C'est 6 mois chaud. Et moi qui est là-bas depuis, je suis de Dakar, et depuis je souffre même parfois, parce que je n'ai pas vraiment d'habitude. Ensuite, quand il vient fraîchement de Strasbourg. Et donc là, nous avons aussi là un schéma qui nous présente un peu la perception des impacts environnementaux du changement climatique au niveau de la ville de Ziguinchor. Là, je me suis dit qu'il ne faut pas uniquement se focaliser sur les données scientifiques, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais aussi il faut faire un clin d'œil aux savoirs locaux. C'est certes des savoirs qui sont empiriques, mais là qui peuvent énormément aider. Parce qu'on ne parle plus de recherche fondamentale actuellement, mais de recherche-action. Et les actions concrètes, c'est le privilège de la population qui font le suivi sur le terrain. Donc là, il y a l'intérêt quand même de les impliquer. Et là, nous avons essayé quand même de recueillir leur avis. Et là, on s'est rendu compte quand même que c'est la baisse de la pluviométrie ou la péjoration climatique qui l'emporte donc sur les autres, avec l'augmentation suivie de l'augmentation de la température et des inondations. Et donc là, c'est normal la baisse de la pluviométrie, parce que là, depuis quelques années, Ziguinchor ne connaissait pas cette nouvelle donne. Franchement, c'était une zone humide tout le temps. Et là, depuis une dizaine d'années, on s'est rendu compte que franchement, non seulement les poussières éoliennes s'installent précocement, mais aussi quand même il y a un retard, surtout sur l'hivernage, sur la saison pluvieuse. Et là, c'est senti au niveau quand même du calendrier agricole des paysans, et par conséquent donc, sur les activités risicole. Donc les inondations, ils ne les voient pas comme le fait qu'il y a des très grosses pluies, mais ils voient plus qu'il y a moins de pluie. Ça, c'est les perceptions. C'est les perceptions, oui. Donc ils ont plus l'impression qu'il y a moins de pluie. Qu'il y a moins de pluie. Même si, en fait, il y a plus de pluie à cause des grosses pluies. C'est ça. Mais eux, pourquoi? Parce que ce qui les intéresse surtout, c'est le Diola, ce qui les intéresse, c'est uniquement sa parcelle risicole. S'il voit des stigmates, vous avez vu, la péjoration climatique, c'est forcément qu'il va incriminer du moins la péjoration climatique. C'est la raison pour laquelle les inondations et machin, c'est pas ça leur problème.
mais c'est surtout la production risicole. Est-ce que les inondations, Mais, est-ce que les inondations, ça arrive, ça touche les rizières? Parce que si j'ai bien compris, les rizières, c'est en dehors de la ville, en fait. Oui, les rizières, c'est une zone tampon entre le fleuve, que j'ai montré tout à l'heure, et quand même les quartiers centraux. Voilà. Et les inondations, on les retrouve surtout dans une partie quand même de l'espace périurbain. Mais là-bas, c'est pas du tout, il n'y a pas de périmètre risicole à ce niveau. Ok, c'est pour ça peut-être qu'ils ne ressentent pas les effets des inondations. Des inondations, c'est ça. C'est ce que je disais, que l'activité principale là-bas, c'est quoi? C'est la riziculture. Donc là, la population prête plus d'attention à la production risicole qu'à autre chose. C'est pourquoi s'il y a une baisse qui est enregistrée, hop, ils vont alerter. Parce que c'est ça la base de l'alimentation. Même le surplus n'est pas vendu. Les Indiens vont tout est destiné à la consommation. Donc là, c'est une société assez bizarre, si je peux m'exprimer. Et donc là, j'ai essayé quand même d'aller beaucoup plus loin. Et ça, vous allez aussi retrouver ça dans un de mes articles. Donc là, vous montrer un peu des champs à une échelle beaucoup plus fine. Les perceptions, surtout au niveau des marqueurs ethniques. Et là, on s'est rendu compte qu'il y a une perception différenciée selon les ethnies. Là, vous avez vu la baisse de la pluviométrie, l'inondation, sanitation. Donc là, ça varie en fonction donc, des différentes ethnies. Donc là, de la pluie. C'est bon? C'est bon. Et là, les impacts sanitaires aussi. Ça aussi, vous allez retrouver ça dans une de mes publications. Je l'ai dans la revue Vertigo, une revue canadienne. Donc là, vous l'avez publié en 2015. Vous pouvez ici quand même. Et là, on s'est rendu compte que quand même les perceptions varient entre le paludisme, donc les IRA, c'est-à-dire les infections respiratoires aiguës. Vous avez donc la diarrhée et l'hypertension artérielle, ce qui est tout à fait normal, qui est en phase surtout avec l'élévation de température. Il fait extrêmement chaud à Ziguinchor, sauf que quand même, ça c'est une pathologie qui est récurrente à Ziguinchor. C'est les perceptions ou c'est vraiment les données sanitaires? C'est les perceptions. Voilà, c'est-à-dire les savoirs. Comme je l'ai marqué, marqueur ethnique et impact sanitaire. Comment les gens perçoivent les impacts sanitaires. C'est juste à Ziguinchor? Oui, c'est juste à Ziguinchor, au niveau de la ville. Des 260 ménages? Oui. D'accord. Ouais. Au niveau des adaptations, donc là aussi j'ai recueilli pas mal d'avis auprès des populations, toujours donc les savoirs locaux. Et là on voit quand même que la plupart de la population interrogée quand même végète dans l'ignorance carrément. Ils ne connaissent pas quand tu parles d'adaptation, puisque là on ne sait pas. Comment il faut faire pour s'adapter, les gens ne savent pas. 57%. D'autres parlent de reboisement, c'est tout à fait normal, parce que pour eux, quand même, c'est à travers le reboisement qu'on peut avoir un retour à la normale de la pluvio, pouvant impacter positivement sur la production risicole. Vous avez aussi d'autres qui te parlent, je ne sais pas, des digues de protection, ce qui n'est pas mal. Souvent, c'est des digues traditionnelles, les gens utilisent, c'est des sacs de sable qu'on met là, juste pour atténuer donc les effets des inondations. D'autres parlent d'engrais, pour impacter sur la production, augmenter un peu les rendements. Mais les gens ne savent pas que aussi les engrais, voilà, on peut avoir des externalités positives, accroître les rendements, mais aussi vous avez quand même le revers de la médaille. Donc les produits chimiques qui sont utilisés peuvent impacter négativement aussi sur non seulement donc l'environnement, donc les écosystèmes naturels, mais aussi contaminer directement donc la nappe phréatique que nous utilisons comme eau de boisson chez nous. Et il y a ça, mais aussi il y a un autre élément donc là, qui complique davantage, c'est l'avancée du biseau-salé. L'avancée du biseau-salé, c'est-à-dire la langue salée. Donc là, en marée haute, vous avez vu, vous avez le continent qui est envahi, qui se retire, et là vous avez quand même l'eau salée qui reste.
et là qui contribue carrément à la phréatique. Donc là, vous avez donc un cocktail assez terrible. Et si vous allez à Ziguinchor, voilà, l'eau est tellement saumâtre maintenant que les gens achètent de l'eau partout, ou bien vous avez maintenant, je ne sais pas, quelques forages de par-ci par-là, les gens s'approvisionnent en eau potable. Parce que là, la nappe est carrément entamée par le biseau salé. Et donc là, pour conclure, j'espère que je suis dans les délais. Il faut dire que le changement climatique est une réalité donc, au Sénégal, comme on l'a montré tout à l'heure. Donc là, en milieu rural, cela a comme externalité donc, négative une déprise agricole, une insécurité alimentaire, et donc là des problèmes nutritionnels. Donc sévère surtout c'est les couches sociales les plus vulnérables, notamment donc, les enfants de moins de 5 ans, et au déplacement saisonnier parfois massif de population. Et ça, si vous allez à Dakar, surtout la plupart des vols des domestiques que vous avez, ils viennent souvent de la zone de Niakhar. Souvent des domestiques. Donc là, l'autre phénomène donc, récurrent, surtout à ce niveau, au niveau du monde rural, c'est les vents de sable. Donc, ce sont de fil en aiguille, une recrudescence donc là, du phénomène poussière. Et cela est un facteur favorisant la méningite. Et récemment, plus tard que l'année surpassée, il y avait une épidémie de méningite au Sénégal et l'épicentre, c'était la zone de Niakhar. Maintenant, à l'échelle urbaine, on s'est rendu compte que donc, la température donc, là, monte donc, de 0,1 degré, avec comme externalité, comme impact négatif, vous avez aussi les inondations, la salinisation des parcelles, surtout au niveau de l'espace périurbain. Mais le climat, la question qu'il faut se poser, peut-il tout expliquer? Est-ce que le climat peut tout expliquer? Moi, je dirais non. Pourquoi? Parce que vous avez des pratiques qui sont dommageables aussi à l'environnement. Des facteurs comportementaux, comme ce que vous avez ici à Ziguinchor. Des gens comme mode d'évacuation des ordures, des gens ce qu'on appelle de l'incinération. Et cela peut impacter négativement sur la santé humaine, avec l'émergence qu'on appelle des maladies respiratoires. Là, vous avez, là c'est un habitat précaire qui est là, donc là qui atteste bien la pauvreté. Là, c'est au niveau de l'espace périurbain. Mais là, vous avez une zone inondable, des zones non édificantes qui sont quand même habitées par une frange assez importante de la population. Une population très pauvre. Et là, c'est un canal à ciel ouvert qui est utilisé comme un dépotoir d'ordures. Où les gens se jettent carrément des eaux. Et là, ce sont des pratiques quand même abandonnées. Mais quelles mesures à prendre? De manière globale, à mon avis, il faut réduire les émissions de gaz à effet de serre, favoriser les énergies renouvelables, qu'on appelle l'énergie éolienne, solaire, marémotrice, hydroélectrique, développer et améliorer les transports en commun, depuis 25% des émissions de CO2, adapter donc l'architecture et les matériaux au climat, enfuir le CO2, ce qui n'est pas du tout facile, issu des émetteurs, mais surtout sensibiliser donc, les populations qui changent de comportement à l'endroit de l'environnement. Là, sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Et là, je vous dire que quand même, l'évolution du climat a carrément changé donc, nos habitudes vestimentaires. En 1920, on portait ça comme sous-fesse. Vous avez vu, et maintenant, les filles, les femmes, ont depuis la début l'habitude de porter des strings carrément, parce qu'il fait extrêmement chaud. Sur ce, je vous remercie.